Bonjour. J'espère que vous allez bien, parce que c'est le principal en fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 livres et il s'avère que ces 3 livres parlent de sorcières. Et je me suis dit pourquoi pas intituler cette vidéo des sorcières pour Halloween puisque c'est bientôt Halloween et que je vais vous parler de sorcières. Donc ça semble logique. Je pense que c'est le moment de passer au livre. Premier livre dont je voulais vous parler, c'est La vie seule de Stella Benson, traduit par Leslie Debon aux éditions Cambourakis. Édition Cambourakis qui justement a une collection sorcière, mais ce livre-là n'est pas dans la collection sorcière puisque la collection sorcière se focalise sur des livres féministes qui sortent un peu du commun, quoique finalement en fait celui-ci est quand même un livre féministe qui sort du commun. Donc pourquoi il n'est pas dans la collection sorcière, ça je ne sais pas, et là je pense que je suis en train de vous perdre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Cambourakis est une maison d'édition absolument géniale, qu'ils ont une collection en plus sorcière qui est absolument géniale aussi, ça tombe bien. Mais que le livre La vie seule n'est pas dans la collection sorcière. Mais il est quand même chez Cambourakis. Parfois j'ai l'impression que plus je parle pour expliquer, et moins je suis compréhensible. Et justement, le livre que je vous présente est le parfait exemple de ce qui existe dans le catalogue Cambourakis, c'est-à-dire qui forme souvent un combo qui fonctionne très bien. La combinaison gagnante est donc une magnifique couverture, vous la voyez là, et en général c'est le cas de beaucoup des livres de cette maison d'édition. Un résumé absolument alléchant, mais ça je vous en parle tout à l'heure. Et surtout, une autrice qui a une biographie de malade, et ça aussi je vous en parle tout à l'heure. Mais avant tout, je vais vous parler du livre, et dans ce livre, on est en 1918 à Londres. Clairement, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, enfin on est sur la fin, c'est pas encore vraiment la fin, et ça tire en longueur, on sent que les habitants en ont un peu marre. Et on va suivre Sarah Brown qui est une femme un peu solitaire, qui a pas une santé très forte, et qui, sans conviction, mais alors vraiment sans aucune conviction, participe à des comités. Ces comités, voilà, de gens de bonne société qui veulent participer à l'effort de guerre, donc qui se réunissent pour essayer de prendre des mesures. On ne comprend pas très bien ce qu'ils vont faire en fait, mais bon, ils sont là. Et un jour, Sarah Brown fait la connaissance d'une sorcière. Alors cette sorcière, elle est assez spéciale, parce que c'est le type de sorcière un peu ingénue, qui amène énormément de fraîcheur et qui d'ailleurs va en amener énormément dans la vie de Sarah Brown. Et cette sorcière va aussi surtout amener Sarah Brown dans une auberge qu'elle dirige et qui va absolument changer sa vie. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre! Franchement, ça a été un énorme plaisir du début à la fin de le lire, parce que dès le début, on sent que ça va être un roman quand même assez sarcastique, qui va avoir clairement une critique de la société anglaise derrière. Mais c'est tellement bien fait, c'est fait avec tellement de fraîcheur, avec tellement de sarcasme. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et justement, sous cette forme de magie de sorcière, il y a une véritable critique. Et ça mène parfois à des situations complètement loufoques. Et c'est juste génial. C'est clairement le roman, oui, il va faire une critique de la société, mais qui est fait avec tellement d'humour et de traits d'esprit que c'est absolument succulent de le lire. Et au-delà du livre absolument génial, c'est aussi l'autrice qui est extrêmement intéressante, et c'est justement la biographie de l'autrice qui m'avait intéressée. Ça et le fait que pour vendre le livre, voilà, Cambourakis a clairement dit que ce livre était un mélange entre Harry Potter et Mary Poppins. Et là, j'ai envie de dire, je signe directement et j'ai pas du tout été déçue. Pour en revenir à l'autrice, Stella Benson est née en 1892 et est morte en 1933. C'était une féministe, une suffragette et une proche de Virginia Woolf. Et c'est la première fois qu'elle est traduite en français. Alors clairement, quand j'ai su ça, je me suis dit « Oh, je vais aller voir tous les livres qu'elle a écrits et je vais regarder attentivement toutes les sorties qui sont attendues. Parce que c'est clair que je vais tous les acheter et tous les lire. Ça, il n'y a même pas un seul doute. » On enchaîne avec le livre Les sorcières de Pendle de Stacey Hawes, traduit par Fabienne Gondran aux éditions Michel Lafon. Je pense clairement, quand on voit la couverture de ce livre, que beaucoup de gens comme moi sont tombés amoureux de cette couverture qui est absolument magnifique et se sont dit je veux absolument lire ce livre, notamment pour la période d'Halloween et notamment pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et ben c'est ce que j'ai fait, sauf que je ne l'ai pas mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, ce qui est très con, puisque ça m'aurait fait un livre en plus dans les Pumpkins où je suis clairement à la traîne. J'attendais beaucoup de ce livre, puisque ça va parler de sorcières. Dans la 4e de couverture, on nous annonce que ça va parler de faits réels, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un procès pour sorcellerie à Pendle en 1612, très exactement. Et donc je me suis dit, waouh,
ça va être absolument génial. Et avant de le lire, je me suis dit je vais aller regarder quelques avis sur Goodreads parce que j'avais envie de voir un peu ce que les gens en avaient pensé, notamment du côté anglophone. Et il y a eu un avis qui m'a laissé pantoise, je dirais, hein, disons-le comme ça. Cette personne donc se plaignait. Parce que voyez-vous, dans le livre, on ne parlait pas vraiment de magie, alors qu'on parle de sorcières. Et elle ne comprenait pas pourquoi on n'a pas abordé vraiment un univers magique. C'est-à-dire que j'ai envie de lui dire que si elle avait bien lu les 4e de couverture, on parle de faits réels. Et la magie n'existe pas. Je suis désolée de vous l'apprendre, je suis désolée de vous le dire comme ça. Mais la magie n'existe pas. Les sorcières qui étaient brûlées ne faisaient pas de magie et ne jetaient pas de sorts aux gens. Je le sais, je vous l'ai dit de façon brutale, de façon frontale. Mais à un moment, il faut ouvrir les yeux. Dans ce livre, on va suivre Fleetwood, qui est une jeune fille de 17 ans, maîtresse d'un énorme domaine. Le problème, c'est qu'elle est enceinte, mais qu'avant d'être enceinte, elle a fait 3 fausses couches. Donc, clairement, elle est un peu mal barrée, puisqu'à cette époque-là, déjà à 17 ans, elle a fait 3 fausses couches. Elle est un peu jeune. Mais, en plus, surtout, elle doit donner un mâle à un héritier, à son mari, puisque sinon, elle risque d'être dans de mauvais draps. Donc elle flippe énormément, surtout qu'en plus elle vit très très mal sa grossesse et elle craint de perdre à nouveau l'enfant. Un jour elle fait la rencontre d'Alice, Alice qui est une sage-femme mais surtout Alice est une guérisseuse. Elle va donc donner à la jeune femme enceinte quelques plantes qui peuvent l'aider à combattre les problèmes liés à la grossesse ou même peut-être éviter une fausse couche. Bien évidemment, tout ne peut pas être le plus beau dans le meilleur des mondes. Il y a à cette époque-là, notamment à cet endroit-là, là où vit Fleetwood, un procès pour sorcellerie qui va débuter. Et comme la petite Alice n'est pas mariée et qu'en plus on l'a vue avec des personnes jugées peu fréquentables, elle va être accusée. Fleetwood, évidemment, va tout faire pour essayer de la sauver. Et c'est l'histoire du livre, donc je m'arrête là. Au début du roman, j'étais extrêmement emportée dans ma lecture. Premièrement parce que c'est un roman historique, en quelque sorte, même si c'est extrêmement romancé, et que j'adore ça. Et en plus, je me suis dit, génial, on va voir Alice, qui est une guérisseuse, donc qui utilise des plantes, et je suis absolument fan de tout ce qui tourne autour de l'herboristerie. D'ailleurs, à ce sujet, récemment, j'ai acheté ce magnifique livre qui est ma Bible de l'herboristerie, qui est dans toute bonne librairie près de chez vous, qui est d'ailleurs maintenant en édition augmentée, donc encore mieux que celle-ci, qui ne coûte pas très cher, je pense. Elle est dans les 30 €. Et ce livre est extrêmement bien fait puisque dans la première partie, vous avez un peu tout ce que la plante et tout ce que la plante peut apporter. Par contre, si vous avez un mal particulier, vous pouvez directement aller voir cette maladie et voir quelle plante utiliser. Alors, clairement, à ne pas utiliser seul quand c'est quelque chose de grave. N'hésitez pas à aller voir votre médecin si vous avez quelque chose de grave. Je vous le conseille même fortement. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont étudié l'herboristerie, qui ont étudié la naturopathie, qui ont étudié beaucoup de choses et qui pourront aussi vous aider. Mais je trouve que ce livre est extrêmement bien fait quand on veut aller tâtonner un peu seul, en se disant que finalement on n'est pas seul, il y a quand même des gens derrière nous. Est-ce que mes explications durent trop longtemps? Sûrement. Pour en revenir au roman, justement, je me suis perdue à un moment, exactement comme je viens de faire dans cette vidéo, où en tout cas je n'ai plus trop vu mon intérêt puisque justement finalement on parlait très très peu de plantes. L'autrice s'est vraiment concentrée sur la relation entre Fleetwood et Alice et ça m'a... à un moment ça m'a gavé. Voilà, disons-le clairement, c'est pas du tout ce que je recherchais dans le roman. Ça ne m'a pas plu. Je dis pas que ça ne pourrait pas plaire à d'autres personnes, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont aimé. Moi ça m'a... Voilà, j'en avais plus envie au bout d'un moment. J'ai quand même lu la fin en diagonale pour avoir la fin, et justement la fin m'a encore plus déplu, puisque j'ai trouvé ça trop gentil. J'ai trouvé ça un peu trop lisse, trop beau, et j'avais l'impression que ça ne pouvait pas être réel, en fait, que ça ne correspondait pas au caractère, ou en tout cas au caractère qu'on nous a montré des personnages. On attaque maintenant un livre qui me tient extrêmement à cœur, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, que je trouve absolument magnifique. C'est La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson, traduit par Marianne Deberru aux éditions École des loisirs.
Voilà, je tenais à vous le dire tout de suite, c'est un roman jeunesse, hein, donc forcément différent de la littérature adulte. Mais ce que j'aime chez certains livres jeunesse, qui est le cas dans celui-ci, c'est que c'est une écriture extrêmement poétique, une écriture extrêmement belle, qui peut être lue par un adulte sans avoir l'impression justement de lire un roman jeunesse. Même si on sait que c'est un roman jeunesse. Dans ce livre, l'autrice reprend le mythe de Baba Yaga qui provient des contes russes, et Baba Yaga, c'est souvent une femme surnaturelle. Ça peut être une sorcière, ça peut être une femme méchante, enfin bon, c'est pas mal de choses, mais ça reste quand même cette femme un peu surnaturelle. Donc, elle tombe très bien dans ma vidéo sur les sorcières. Ici, l'autrice va imaginer que la Yaga est une vieille femme qui vit dans une maison qui se déplace justement, qui parcourt le monde, puisqu'en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle va aider les morts à passer dans les étoiles. Donc finalement, c'est pas une figure très méchante, puisqu'en fait, elle est vraiment présentée comme quelqu'un qui va aider les morts, qui va leur permettre en fait d'atteindre ce moment de bonheur en quelque sorte, ou en tout cas d'aller rejoindre les étoiles, donc de libérer les âmes des morts. Et donc, cette Baba Yaga organise un peu tous les soirs des grands festins, vraiment, où il y a beaucoup de musique, où tout le monde danse, où tout le monde chante, pour qu'ensuite les morts puissent se diriger vers la porte et aller vers les étoiles. Donc c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est amener la mort d'une certaine façon, parce que je trouve que ça fait quand même un peu peur, hein. Moi en tout cas à la librairie, quand je conseille à certains parents des livres et que je leur dis ça parle de mort, bah, ils n'ont pas envie de l'acheter. Je peux les comprendre, mais bon, la mort fait partie de la vie, hein, j'ai envie de dire... Hein, ça va peut-être apprendre à vos enfants qu'on va tous mourir aussi, non? Et donc voilà, hein, justement, ce livre, oui, va parler de la mort, mais d'une façon tellement poétique et tellement heureuse, entre guillemets, que ça passe très très bien. Et le personnage qui va nous intéresser, c'est Marinka, la petite fille de Yaga. Et en fait, cette petite fille, elle est destinée à devenir Yaga elle-même, sauf qu'elle n'a pas très envie. Elle n'a pas très envie d'apprendre le langage des morts, elle n'a pas très envie d'organiser les dîners pour les morts, et puis ça l'intéresse pas vraiment. Elle, ce qu'elle veut, c'est quitter sa maison, c'est parcourir le monde, voir d'autres enfants, d'autres personnes, des humains avec qui parler, sauf qu'en fait, elle ne peut pas, puisqu'elle ne peut pas quitter sa maison, puisque sa grand-mère lui a toujours dit que c'était extrêmement dangereux, et en plus, il ne faut pas que les humains la voient. En même temps, elle habite dans une maison qui a des pattes et dont la clôture est faite d'ossements humains, mais les humains n'y voient que du feu, parce qu'ils sont un peu cons. Et donc bien évidemment, cette petite Marinka, elle va faire pas mal de bêtises parce qu'elle n'a pas envie de devenir Yaga, et ça va amener quelques petits problèmes. Comme je vous l'ai dit, hein, en vous présentant ce livre, ça a été un énorme coup de cœur, notamment parce que ça aborde plusieurs thèmes. On va parler de la mort, on va parler du deuil, on va parler de la destinée, puisque cet enfant est destiné à devenir Yaga, sauf qu'elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire alors? Est-ce qu'elle doit quand même se forcer, parce que voilà, sa destinée et qu'elle doit devenir, ou alors est-ce qu'elle peut vivre sa propre vie? Et l'écriture aussi est absolument magnifique. Moi j'aime beaucoup quand les romans jeunesse, on va utiliser justement une écriture un peu plus littéraire et un peu moins orale. Alors, j'ai aucun problème avec les livres jeunesse où c'est une écriture un peu plus simplifiée entre guillemets, ou en tout cas plus orale, ou quelque chose qu'on considère comme plus accessible par les plus jeunes. Je trouve que ça peut être très bien fait et ça ne me dérange pas. C'est pas forcément les romans que moi je préfère, mais j'ai aucun problème à les conseiller parce que je sais que parfois certaines personnes, c'est ce qu'elles préfèrent, voilà, c'est tout. On va pas leur imposer une écriture qu'elles n'aiment pas juste parce qu'on considère que c'est mieux, ou en tout cas parce que ça nous plaît plus. Et justement, cette écriture littéraire, poétique, c'est vraiment ce qui rend ce livre encore plus beau, au-delà de l'histoire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des livres qui parlent de sorcières, alors des sorcières plutôt dans l'idéologie féministe, ou alors des sorcières qui ont des vrais pouvoirs magiques, même si on sait que ça n'existe pas. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et bah salut!